Monsieur Abdelrahman Haj Nasser, bonjour. Vous êtes interviewé par Touala Info. Vous êtes ancien gouverneur de la Banque d'Algérie et auteur de La Martingale algérienne. Nous allons aborder avec vous les bouleversements, les mutations géopolitiques actuelles et le positionnement diplomatique de l'Algérie. Marhaba, merci de venir jusqu'ici. On fait d'abord le constat. L'on sent en tout cas, nous comme observateurs, que l'Algérie est de plus en plus isolée sur le plan diplomatique. D'un côté, les enjeux et les réseaux d'intérêt qui ont échafaudé jusque-là ces relations diplomatiques s'effritent l'un après l'autre. Et d'un autre côté, son positionnement actuel ne semble pas vraiment tenir compte de la géographie, à la fois physique, humaine, culturelle ou politique. Pour la replacer ou la positionner dans de nouveaux réseaux repensés. Voilà. Donc, quel constat faites-vous de... Bon, là, vous abordez beaucoup de questions en même temps, parce qu'effectivement, nous sommes dans un monde qui ne ressemble pas du tout à celui dans lequel est née la diplomatie algérienne. La diplomatie algérienne est née pendant évidemment la guerre de libération algérienne. Elle est née particulièrement avec le GPRA. Dans un monde à la limite assez simple. Il y avait le clan de l'Ouest et le clan de l'Est. Et l'Algérie s'est tout de suite positionnée dans le non-alignement. Ni Est ni Ouest, nous faisons partie d'un club de pays qui va essayer de gérer un positionnement dans la multipolarité. C'était assez simple. Et c'était possible aussi parce que les élites algériennes étaient des élites qui avaient une culture nationale bien ancrée. C'était des bons arabisants d'ailleurs, mais aussi une culture internationale. Donc ils comprenaient très très bien le mode de fonctionnement des élites occidentales, le mode de fonctionnement des élites russes, communistes, chinoises, parce qu'il est fréquenté dans tout ce qui était débats internationaux et bien sûr ils connaissaient bien leur environnement immédiat, le monde arabe mais aussi l'Afrique subsaharienne. Ça c'est le fruit des luttes de l'époque. Ce type de formation d'élite, nous ne l'avons plus aujourd'hui. C'est-à-dire d'élites multilingues et d'élites ouvertes sur tous les mondes. Donc déjà, nous avons là un problème. L'autre problème, c'est que le monde que nous avons connu, le monde bipolaire, a disparu. C'est-à-dire qu'on a perdu le monde communiste. Et ce qui a remplacé le monde communiste en Russie comme en Chine, c'est une autre forme de capitalisme qu'on ne peut pas appeler le capitalisme d'État, ni le capitalisme monopolistique. C'est le rêve du monde entier aujourd'hui que de faire comme la Chine, c'est-à-dire une espèce de démocratie autoritaire qui puisse gérer de façon cohérente l'économie, la géographie et les équilibres politiques. Et de l'autre côté, nous avons un monde capitaliste finissant qui s'est autodétruit. Pourquoi? Parce que les Anglais ont pensé le monde sur deux pieds qui sont fondamentaux. La liberté d'entreprendre, de penser, de s'organiser, et le droit. Or, le monde occidental a renié la liberté, et toutes les libertés, puisque la liberté de circulation n'existe plus. La liberté des capitaux n'existe pas. La liberté des marchandises n'existe pas. Et puis, tout simplement, la liberté de penser n'existe plus, puisque nous voyons bien, à travers les organes de presse des pays occidentaux, que dans le fond, il n'y a pas vraiment beaucoup de débats, que tout est orienté, qu'il y a des interdits. Et on se rend compte que la pensée critique n'est pas autorisée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'individus qui ont la pensée critique. Mais il devient très rare pour eux de pouvoir s'exprimer publiquement. Par ailleurs, le droit. Le droit, on l'a bien vu à travers ce qui s'est passé
ces derniers temps avec la Cour internationale de justice, qui est quand même une manifestation extraordinaire. La Cour internationale de justice est là pour dire le droit. Dire le droit, ça signifie qu'à partir de ce moment-là, voilà l'interprétation du droit. Or, le jour même où la Cour internationale de justice a dit le droit, la majorité du monde occidental a décidé de dénier le droit, puisqu'ils ont tout de suite décidé carrément de tourner le dos à l'UNRWA. L'UNRWA, c'est quand même les Nations Unies, c'est-à-dire de déclarer que les Nations Unies qu'ils ont créées pour gérer leur domination sur le reste du monde, eh ben, dans le fond, si ça les arrangeait plus, eh ben, on allait tourner le dos aux Nations Unies. Mais plus loin que ça, en tournant le dos aux Nations Unies à travers cet instrument qui a été organisé justement pour maintenir un semblant de droit dans un pays et auprès d'un peuple dont on a dénié et renié tous les droits. Oui, mais est-ce que le fait aujourd'hui qu'un gouvernement d'extrême droite ou autre, ou qu'un gouvernement d'individus en renie justement l'idée originale de la démocratie qui est basée sur la liberté et aussi le droit, que ça peut structurer qu'on peut structurer de nouvelles relations diplomatiques et s'aligner sur d'autres dictatures qui ne sont pas forcément éclairées, ou bien s'inspirer de ces dictatures, etc., vouloir copier la Chine, etc., pour se retrouver plus tard dans une dictature tout court, qui interdit aussi qui interdit la pensée critique et qui interdit la critique. Il faut bien se rendre compte que si aujourd'hui la Chine et la Russie s'en sortent bien, c'est qu'ils ont réinterprété le droit et notamment le besoin de liberté primaire. Dans le fond, en Chine, c'est un pays où il y a plus de liberté économique et d'organisation qu'aujourd'hui en Occident. Je sais que c'est paradoxal de dire ça, mais les Chinois ont tracé les limites de la liberté. C'est-à-dire qu'on a le droit de critiquer, mais on n'a pas le droit de remettre en cause l'organisation essentielle du pouvoir. Pourquoi? Parce que le système chinois est hérité de l'histoire chinoise qui est l'empereur Dieu. Mais il y a un système démocratique à l'intérieur, c'est-à-dire que ce que représentaient avant des gens comme Zhou Enlai, c'est-à-dire des espèces de grands intermédiaires entre l'empereur ou entre le parti communiste et le reste de la population à travers ces grands commis d'État. Mais ces grands commis d'État permettent une discussion permanente entre la base et le sommet. En Russie a été mis en place un système similaire, mais qui correspond à la tradition russe du tsar, qui fait que Poutine, tout de suite, il est venu, il a remis de l'ordre d'abord chez les oligarques, pour bien expliquer que le pouvoir ne se partageait pas en haut. Mais néanmoins, il n'a pas remis en cause la liberté de s'enrichir. Parce qu'il faut toujours choisir entre la richesse licite et la richesse illicite. Or, les deux régimes russes et chinois ont autorisé la richesse licite, ce qui permet donc l'accumulation du capital, mais l'accumulation du capital ne peut aller de pair qu'avec l'accumulation culturelle. Mais il y a des limites. Donc en Chine, quand on a vu que le patron d'Alibaba voulait aller dans la gestion d'un pouvoir qui était le pouvoir monétaire, il a été arrêté. Il n'a pas été tué, puisqu'il est réapparu. Donc, nous, le choix qui se pose aujourd'hui, c'est justement de choisir dans quelle optique on va s'organiser. Le problème qui se pose, c'est la définition de doctrine. C'est-à-dire que avant de pouvoir choisir, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à des questions qui sont essentielles. Quel est le pouvoir du capital? Quel est le pouvoir du militaire? Quel est le pouvoir de l'intelligence? Et bâtir autour de ça des doctrines. Alors quand on a une doctrine, par exemple, pour revenir chez nous, dans notre région,
Donc, quel est le rôle de l'Algérie dans l'Afrique du Nord, dans le Sahel, dans le monde arabe et dans la Méditerranée? Parce que c'est ça notre géographie. Voilà. Est-ce que l'Algérie est juste un pays pivot sur lequel s'appuient des grandes puissances qui, elles, ont des doctrines? Donc, on va dire, il y a des doctrines moyennes comme la doctrine italienne qui dit l'Algérie, ça sert à nous donner du gaz de façon certaine. On les a aidés à l'époque de la Révolution, puis on a une bonne relation avec eux. Est-ce la doctrine russe qui consiste à dire c'est une armée qui gère bien la stabilité du pays sur laquelle on peut s'appuyer en cas de déflagration mondiale? Est-ce la doctrine chinoise qui consiste à dire avec un très grand port et la route transsaharienne, c'est un excellent accès pour l'Afrique profonde pour déverser nos marchandises et aller récupérer des mines. Bon, tout ça suppose des doctrines chez eux. La question pour nous, c'est que si on n'a pas de doctrine, nous sommes un pays pivot, c'est-à-dire chacun va définir pour lui ce qui est intéressant à prendre chez nous. Quand on a des doctrines, on n'a pas vocation à être un pays pivot, on a vocation à être un pays stratégique. C'est-à-dire que, comme on a fait pour le GPRA, c'est de devenir une espèce de capitale incontournable pour la médiation internationale. Aujourd'hui, pour redevenir quelque chose, il faut avoir des doctrines qui soient lisibles par les autres. Donc, comment gérer le Sahel? Comment gérer la Méditerranée occidentale? Comment gérer le monde arabe sur le plan, évidemment pas diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan industriel, etc. On n'en est pas là. C'est-à-dire que nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de réflexion. Qu'est-ce qui définit justement les relations diplomatiques actuelles? Par exemple, on voit par exemple qu'avec l'Italie qui dans la doctrine, nous voit comme un fournisseur de gaz. C'est aussi notre meilleur client en gaz, mais sur le plan diplomatique, par exemple, en clairant que nous sommes pour les causes justes, que nous définissons nos relations, etc., à travers la justesse de certaines causes, notamment palestiniennes, qui est essentielle dans le langage et dans la diplomatie algérienne. En même temps, notre meilleur client qui est l'un des soutiens d'Israël et qui s'aligne sur les soutiens occidentaux d'Israël qui voudraient désormais asphyxier Gaza à travers des mesures concrètes. Je cite la dernière sur la suspension des financements de l'UNRWA. D'un autre côté, vous avez l'Espagne qui était un pays qui jusque-là mettait sa sécurité énergétique entre les mains de l'Algérie, avec 55% de ses approvisionnements de gaz, et qui devient d'un jour au lendemain un adversaire, et qui, paradoxalement, aujourd'hui se trouve être un soutien, au moins clair dans l'Occident, de la Palestine. Il y a quelque chose d'incohérent dans cette diplomatie qui donne l'impression d'être belliqueuse sur certaines questions, et mais incohérente justement sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, pour nous, la question se pose. Parce que quand nous devenons un fournisseur sûr, entre guillemets, en tous les cas confortable, pour des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, mais aussi l'Angleterre, avec laquelle nous avons signé avant-hier, si je ne m'abuse, un contrat pour 10 ans à partir de 2029, donc 2029-2039, pour une grande quantité de gaz. La question se pose pour nous, pourquoi devenir un fournisseur fiable à des pays qui, eux, nous regardent finalement de façon très dévalorisante, puisque dans le fond, ils prennent position en apparence pour Israël, qui a un comportement obscène. Parce que je ne sais pas comment décrire le comportement d'Israël. Même la Deuxième Guerre mondiale n'a pas atteint ce niveau d'obscénité. Nous voyons des Israéliens déclarer « Urbi et Orbi, vous êtes nos esclaves », y compris d'ailleurs à l'adresse d'Européens.
parce que dans la gestion talmudique du sionisme international, tout le monde est esclave, sauf le haut du sionisme talmudique, bon, qui se rapproche beaucoup plus du satanisme que de la religion. Mais là, on sort du sujet. Alors, évidemment, il faut qu'on analyse, nous, est-ce qu'on peut aujourd'hui coopérer avec des pays qui, eux, appuient un pays qu'ils nous considèrent comme des sous-hommes? Est-ce que nous avons confiance dans l'avenir au point de signer des contrats à long terme avec ces pays-là? Au premier degré, c'est comme ça que se pose la question. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'inquiétant, de déstabilisant. Mais en même temps, il faut comprendre aussi comment que ça se passe dans les équilibres occidentaux. Dans les équilibres de l'Occident, nous avons un Occident qui aujourd'hui a peur parce qu'il ne s'est pas préparé à ne pas être dominant. Ça fait 5 siècles que l'Occident est dominant et tout d'un coup, la Chine, il se prépare depuis longtemps, mais vous savez, on ne voit jamais venir le danger. Et tout d'un coup, il voit que la Russie, qu'on pensait effondrée, est redevenue une grande puissance. Il voit que vraiment des organisations dont on ne pensait même pas qu'elles pouvaient exister, comme Ansar Allah, le Houthia, y compris le Hamas, qui est une création d'Israël, est trompé à ce point Israël, parce qu'ils n'ont même pas eu la grille de lecture de comprendre qu'il y a le Hamas officiel, qui est un département des frères musulmans créé par les Anglais, et le Hamas de l'intérieur, qui n'a plus rien à voir avec ça, qui est devenu un mouvement de libération, avec une technologie très très forte. Donc, perdus devant cette difficulté à lire l'histoire, ils se sont recroquevillés entre eux, par peur tout simplement autour des États-Unis, autour de l'Angleterre. Or, les États-Unis sont en train de faire payer à l'Europe le prix le plus lourd, puisqu'ils leur font payer le gaz très très cher, puisque Trump menace même de les abandonner totalement à leur sort. Enfin, c'est des gens perdus. Et pendant ces moments de perdition, ils se rattachent quand même aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas de pensée alternative. C'est là où si nous étions stratèges, nous, si nous avions une doctrine, nous pourrions leur offrir la possibilité de construire ensemble un environnement de stabilité. Or, manifestement, ils n'ont pas cette confiance dans l'environnement de stabilité. Ils ont envie, ils ont besoin de la construire, parce que nous sommes des voisins. Mais nous ne sommes pas prédictibles. La seule chose de prédictible en Algérie, c'est une armée puissante, capable de se défendre, sur le papier. Mais la capacité de défense n'est pas une capacité de projection dans l'avenir, y compris sur le plan militaire, je veux dire, parce qu'une armée solide, c'est une armée qui a une industrie solide. Donc si on réanalyse le Moyen-Orient, on voit très très bien que dans la gestion de la guerre actuellement en Palestine, le seul enjeu c'est l'Iran, parce que l'Iran est devenu une puissance, est vraiment une puissance moyenne, parce que tout simplement ils ont une industrie solide et une industrie militaire de pointe. Ça, je veux dire, ça étonne tout le monde. Et en même temps, quelle est la conclusion pour l'Occident? Il faut absolument qu'on trouve le moyen de s'entendre avec l'Iran. L'Iran est un interlocuteur qu'il vaut mieux avoir pour ami. Parce qu'il est déjà l'ami des Chinois et des Russes. Mais l'Iran est connu à travers l'histoire pour être un pays qui a une tradition d'autonomie et d'intelligence. Donc on sait très bien que quels que soient les liens qu'il peut avoir avec les Russes et les Chinois, si on lui tend la main, il aura aussi des liens avec les Américains. Et est-ce qu'on a, nous, cette capacité d'autonomie, sachant que aussi les capacités de défense ou de guerre sont aussi des capacités de production, pas uniquement l'industrie militaire, mais aussi sa nourriture. On ne produit pas notre nourriture, notre armée est dépendante aussi de fournisseurs étrangers. Est-ce qu'on peut se projeter? C'est la question essentielle. Évidemment qu'on a cette capacité. Je veux dire, on revient toujours à la doctrine. Par exemple, quels que soient les défauts de la période boumedienne, Chadli,
hein, donc les années 70, les années 80. Les années 80 ont été des années de correction, on va dire, des expériences des années 70. Les gens disent beaucoup de mal des années 80, c'est une erreur. Parce qu'à la fin des années 80, les études des grands cabinets dans le monde ont dit l'Algérie est un pays du seuil, parce qu'ils ont découvert tout d'un coup que tout ce qui a été fait était de plus en plus cohérent et fonctionnait de mieux en mieux, alors que c'était prévu pour être des éléphants blancs qui ne devaient pas fonctionner. Mais il y avait aussi des réflexions. Par exemple, la base industrielle de Constantine a été prévue, pas uniquement pour produire des tracteurs, mais en cas de guerre aussi pour produire des chars d'assaut, parce qu'un tracteur, un char d'assaut, etc., c'est à peu près les mêmes moteurs, c'est les mêmes chenilles. Donc il y a une réflexion stratégique. En tous les cas, dans le domaine industriel, il y a eu une réflexion stratégique. Il n'y a pas eu du tout de réflexion stratégique dans le domaine de la logistique commerciale, dans le domaine agricole, parce que, bon, c'était une pensée un peu qui était magique, quoi. C'est-à-dire, on va faire la révolution agraire, on va produire tout seul. Bon, ça, c'est de l'idéologie, ce n'est pas une réflexion doctrinale poussée. Mais néanmoins, on a cette expérience. Effectivement, c'est une question clé. Si on ne produit pas, et ce dont on mange, si on ne produit pas nos logements tout seul, si on ne produit pas nos vêtements, et puis si on ne produit pas nos armes, ben honnêtement, nous sommes juste des importateurs. Donc à ce moment-là, nous dépendons des routes qui nous ramènent ces produits qui viennent de l'extérieur et du pétrole qui est capable de nous payer nos approvisionnements. Bon, dans les années 80-90 d'ailleurs, la réflexion internationale était de dire l'Algérie n'est pas un pays dangereux parce qu'il suffit de couper la route du blé pour que 3 mois après l'Algérie se rende. Alors évidemment, aujourd'hui on peut dire qu'on a une marine suffisamment puissante pour que les routes ne soient pas coupées, mais ce n'est pas une réflexion stratégique parce que dans les années 70 il était question de fabriquer des bateaux, on ne les fabrique toujours pas. Bon, bien sûr aujourd'hui on peut faire un remorqueur, un bateau de pêche, mais on est très très en retard. Mais ça, je suis désolé d'être brutal, mais la corruption généralisée, issue des années de guerre, des années 90, etc., la corruption entraîne toujours un mécanisme simple, c'est que la corruption mène à la soumission et ça mène à la trahison. Je ne dis pas par là que le corrompu c'est un traître, mais potentiellement, on le voit bien, quand on analyse ce qui se passe en Palestine. Pourquoi les Raza s'étaient révoltés et pas ceux qui restent de l'OLP ou de Fatah, etc. Mais parce que ce n'est pas les mêmes dirigeants, parce que les dirigeants intérieurs de Raza ne sont pas dans des histoires d'argent. Ce n'est pas Khaled Mshal qui s'est révolté. Khaled Mshal, lui, il est entre les mains de l'Occident. D'ailleurs, il a servi à faire la guerre contre Bachar al-Assad. Quant à l'autorité palestinienne, tout le monde le sait, je veux dire, ce n'est pas un secret, c'est la raison pour laquelle elle ne se révolte pas. Parce que tout simplement, quand il y a de la corruption, l'argent, il va où? Je veux dire que l'argent aille à Dubaï, ou à Singapour, ou à Macao, ou au Liechtenstein, ou tout ce qu'on veut, de toute façon, cet argent est contrôlé par la City de Londres. Donc, automatiquement, ils ont tous les secrets. Alors là, croire qu'il y a des comptes numérotés, qu'il y a une opacité, ça c'est vraiment la débilité sous-développée. Donc automatiquement, on ne bouge pas. La force des Iraniens, il y a de la corruption en Iran, hein, il y a beaucoup de corruption, mais il y a des secteurs entiers qui sont protégés. Oui. Donc il y avait un chef d'État qui, en Iran, Rafsanjani si je ne m'abuse, qui était dans le commerce du médicament, mais dans le commerce des armes, etc., il n'y a pas. Et on a le cas de l'Égypte. Pourquoi l'Égypte est un pays qui peut accumuler beaucoup d'armes, mais c'est des armes, bon, l'Algérie est différente, hein, nous n'avons pas ce type de défaut, mais en général c'est des armes de seconde catégorie par rapport à ce qu'a Israël, donc ils ne peuvent pas faire face. Ils passent leur temps à acheter des armes dans le fond qui sont des armes qui servent à des parades militaires, qui servent à maintenir le peuple dans l'État, mais surtout, ils nationalisent pas, ils s'accaparent de 40% du PIB, donc c'est une rente indue. C'est aussi un pays extrêmement endetté. C'est extrêmement endetté. Bah, évidemment, je veux dire, ça va de pair, puisque ce qui compte, c'est l'accaparement de la richesse.
Et la dette, c'est le moyen de tenir un pays. Parce qu'il y a deux façons de gérer la dette. La gestion active de la dette, c'est une gestion qui fait qu'on s'endette pour produire de la richesse, pour pouvoir faire plus que rembourser de la dette. Et on s'endette à un niveau qui permet toujours la remboursabilité. La gestion passive de la dette, c'est de croire dans les promesses que me fait un correspondant étranger qui, lui, en réalité, veut me surendetter, comme ça il me tient par la laisse. Donc la dette, ça peut être la liberté, quand c'est une gestion active, ça peut être aussi l'esclavage. Et d'ailleurs, bon, on ne va pas sortir du sujet, mais le trap, le piège dans lequel sont tombés les Occidentaux en pensant faire tomber le reste du monde parce qu'ils n'ont pas vu venir la puissance russe et la puissance chinoise, c'est l'auto-endettement et c'est la création monétaire à un niveau qu'on n'a jamais vu auparavant. Or, si jamais la dédollarisation était décidée par les Chinois, pensez bien que ni l'Amérique ni l'Europe n'est capable de rembourser la dette qu'elle a aujourd'hui vis-à-vis du reste du monde. Donc du coup, c'est un piège qui se retourne contre eux. Donc si on revient chez nous, pourquoi les défis, les réflexions doctrinales sont importantes? Parce que quand on réfléchit à 30 ans, par exemple, si aujourd'hui on se met à réfléchir, on dit en 2054, il faut qu'on puisse rendre compte à ceux qui ont fait la révolution algérienne en 1954, il faut qu'on leur rende compte, après un siècle, qu'est-ce qu'on a fait pour ce pays. Donc nous avons aujourd'hui exactement 30 ans devant nous pour réfléchir à ce qui devrait être fait pour ne pas avoir honte de leur rendre compte par rapport à leur sacrifice. 30 ans est un excellent exercice. Quelles sont les ressources politiques, historiques, culturelles ou économiques à mobiliser pour dessiner une nouvelle doctrine ou profiler un schéma diplomatique opérationnel qui replacerait le pays sur l'échiquier géopolitique à moyen ou à long terme? 30 ans, c'est le long terme. Donc. Non, de toute façon, il y a eu une expérience en 1990 il y a ce qu'on appelle les cahiers de la réforme de l'époque. Aujourd'hui, il y a un groupe à Oxford qui étudie les réformes algériennes uniquement parce qu'il a été étonné que ces réformes aient été pensées par des Algériens. Et ce n'était pas le fait de bureaux ou de cabinets internationaux comme ça se fait partout, les McKinsey, etc. Je veux dire par là, ça les a étonnés parce qu'il n'y a pas d'exemple équivalent dans le monde. Je veux dire par là qu'il faut juste se faire confiance pour définir des doctrines. Il faut vouloir définir la doctrine. Il faut accepter de partager le pouvoir. Parce que penser que la présidence peut réfléchir sur tout, ou que l'armée peut réfléchir sur tout, ou que les services de sécurité peuvent avoir une idée sur tout ce qui peut se faire dans un pays est une erreur fondamentale. Il faut mobiliser les Algériens, ici, présents ici en Algérie, mais aussi la diaspora. Il y a suffisamment d'intelligence. Évidemment, il faut un noyau dur qui a à peu près une idée où on doit aller, où on veut aller. Il faut quelques définitions fondamentales sur les équilibres de pouvoir. Il faut quelques points fondamentaux parce qu'on ne peut pas tourner le dos à notre histoire. Notre histoire, on a hérité du non-alignement. Ça, c'est un point fort. Il faut définir quelle est l'utilité du non-alignement dans le monde multipolaire futur. Il est clair qu'un monde multipolaire dans lequel s'inscrit l'Algérie et qui, malgré toutes les faiblesses de l'Algérie, elle ne s'aligne pas. Elle ne s'aligne ni sur la Russie, ni sur la Chine, ni sur les États-Unis. Et tout compte fait, tout le monde a besoin de ce genre de pays qui ne s'aligne pas, parce qu'on a toujours besoin d'intermédiation. Donc, si on considère aussi l'héritage qui est le nôtre, qui est que la révolution n'a pu naître que parce qu'il y a eu les 22 puis les 6, c'est-à-dire la décision collective et non pas la décision d'un individu. Et de la même façon que les Chinois reproduisent l'empereur Dieu, que les Russes reproduisent le tsar, nous devons reproduire la Tajma'at dans sa lecture moderne, bien évidemment. Jma'at, Tajma'at,
crainte, ne les laissons pas piéger dans des bagarres qui n'ont pas de sens, arabes, mazérènes, etc. Donc, sur la base de quelques points fondamentaux, on peut construire des doctrines, évidemment. Et c'est clair, vous avez dit, il faut qu'on produise de quoi manger, il faut qu'on produise de quoi se vêtir, qu'on produise des logements, etc. Je vais vous dire, c'est pas une anecdote, hein. En 1984, on faisait 200 000 logements an. 200 000 logements an. Mais 200 000 logements an, si vous prenez un taux d'occupation de logement à l'européenne qui est de 5 personnes par logement, ça vous fait 1 million de personnes logées par an. On a reçu un ordre de réduire de 60 000 le nombre de logements à produire par an du secteur public. C'était 120 000 logements au secteur public, 80 000 secteur privé. Officiellement, c'était pour favoriser le secteur privé. En pratique, pas du tout. Donc, on a détruit la moitié de la capacité de production du secteur public au profit de qui? Au profit de 2 sociétés françaises qui sont venues nous endetter. C'était Chantier Moderne et Bouygues. Il a fallu s'endetter pour qu'ils viennent construire des logements en Algérie. Donc quand on parlait de la dette, quel est le sens de la dette, voyez. Mais surtout, on a détruit notre capacité de produire de logements. Or, jusqu'à aujourd'hui, les logements construits par nos moyens propres sont de meilleure qualité, infiniment d'ailleurs supérieurs à ce qui se fait aujourd'hui, par des moyens importés, qu'ils soient des moyens chinois ou des moyens turcs. Donc, c'est une règle de base. Je veux dire, le meilleur armement, c'est celui qu'on fabriquera. Les meilleurs logements, ce sont ceux qu'on fabriquera. Donc, aujourd'hui, nous avons une production d'ingénieurs conséquente, qui ne trouvent pas à s'employer. Mais c'est parce qu'on favorise l'importation au détriment de la production locale. Donc ça, c'est un élément doctrinaire. Donc, je vous avais parlé du fait qu'en Russie et en Chine, ils avaient réglé le problème de la richesse licite. Si vous travaillez sur la licité de la richesse, c'est quoi être riche? Par quel moyen peut-on être riche? Vous pouvez permettre à des entreprises qui restent dans leur statut de producteurs de richesse, non pas et non pas d'intervenants politiques. Vous pouvez créer des champions nationaux dans le domaine du BTP, de l'hydraulique, du pétrole, etc., qui vont accroître la richesse du pays. Parce que quand vous voyez les pays qui ont démarré, qui ont une capacité industrielle, donc on prend l'Iran, on prend la Turquie, on peut prendre le Brésil, en partie la République sud-africaine. Ce sont des pays qui ont une industrie militaire. Je ne suis pas militariste personnellement, hein. Mais pourquoi y a-t-il une... Bien sûr, pourquoi une industrie militaire, c'est important? Parce que c'est un client. C'est réel, l'armée. L'armée, elle emploie 500 000 personnes, il faut les équiper en permanence, donc il leur faut des vêtements, il leur faut des chaussures, mais il leur faut des chars d'assaut, il leur faut tellement d'instruments différents, donc il y a de l'électronique, il y a de la sidérurgie, etc. Quand vous avez un client pareil, et vous savez que vous pouvez vous projeter sur 15 ans, sur 20 ans facilement, vous avez une industrie solide. Or, cette industrie, dans tous les pays qui ont démarré, est dissociée de l'armée. Il n'y a pas de confusion entre la gestion de l'argent et la gestion industrielle. Et on voit aujourd'hui, la Turquie est en train de travailler sur des avions de 5e génération. On a vu la capacité iranienne, pas uniquement dans les drones, mais dans le balistique, y compris placé. Je veux dire, c'est là-dessus qu'il doit y avoir une réflexion doctrinaire. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai parlé brièvement des cahiers de la réforme en disant que nous avons les moyens sur place, mais aussi notre diaspora. Il n'y a pas de secret. Si on ne permet pas la pensée libre, on n'aura rien. On continuera à être un pays dépendant de l'étranger et à tout importer, y compris des bureaux d'études, jusqu'au moment où il n'y aura pas de gaz, où il n'y aura pas de moyens d'importer. Parce que, évidemment, les gens réagiront à ce moment-là, parce que, évidemment, on ne peut pas mourir de faim, donc on va autoriser les gens à penser. Mais pourquoi attendre?
Nous sommes dans un moment où les défis sont énormes. Nous sommes dans un basculement de monde. C'est pas nouveau, c'est depuis les années 2000 qu'il y a le basculement du monde. On va carrément dater ça du fameux 11 septembre de 2001. Donc ça fait quand même une vingtaine d'années. Il y a encore une vingtaine d'années devant nous de basculement, de réorganisation. Pourquoi il y a du temps devant nous? Parce que ni la Russie, ni la Chine ne peuvent se permettre l'effondrement des États-Unis. Parce que l'effondrement, si on calcule la valeur économique des États-Unis, en réalité, s'il y avait un effondrement, il faut diviser la richesse de l'Américain moyen quasiment par 6. Si ce n'est par 10. Or, il est impossible de faire baisser la richesse d'un individu comme ça. Ce n'est pas possible. Il n'est pas préparé. Donc, vous n'avez pas intérêt à un effondrement d'une grande puissance qui est quand même une grande puissance atomique, qui a encore une armée puissante, etc. On peut s'amuser à titre d'exemple avec un pays européen, mais en même temps, il ne faut pas tuer la bête, parce que qui est le consommateur? C'est quand même l'occidental. C'est-à-dire, il faut continuer à maintenir cette richesse et continuer. Bon. Donc on a du temps avant que ne s'établissent des nouveaux équilibres, parce que l'Occident, en tous les cas une partie de l'Occident, a encore la capacité de rebondir. Je pense aux États-Unis et à l'Allemagne, si elle décide d'être indépendante des États-Unis. L'Italie, qui est une puissance aussi. Donc, nous avons le temps, mais la seule façon aujourd'hui, justement, d'exister avec eux, c'est la pensée libre. Si on n'autorise pas la liberté de penser, on n'arrivera à rien. Mais ça, c'est sûr et certain. On ne peut pas acheter du développement, on ne peut pas acheter un positionnement, on ne peut pas continuer à vivre aujourd'hui sur les souvenirs que nous a laissés le GPRA, alors qu'on n'a pas arrêter de lutter contre les enfants du GPRA depuis l'indépendance. Il ne faut quand même pas l'oublier. D'accord. Mais grâce à l'investissement du GPRA en hommes, en équilibre des pouvoirs, nous avons pu vivre. Parce qu'il faut bien comprendre que, y compris la pensée économique de l'époque, on va dire les plans, le plan triennal, le plan quadriennal, puis le plan quinquennal, ça c'est issu des équilibres du pouvoir engendrés par le GPRA. Malgré les luttes de l'indépendance, la prise de pouvoir par l'armée des frontières, etc., etc. Mais tout ceci s'est estompé parce que c'est une génération qui est partie. Mais l'Algérie, on peut se poser la question, puisque les générations sont parties, donc on n'a plus les moyens. Non, parce que la déclaration du 1er novembre, le GPRA, ont laissé un pays révolutionnaire en 1962. Et ce pays révolutionnaire ne peut pas tourner le dos à l'alphabétisation, à la santé, aux besoins de base de la population. Ce qui fait que l'Algérie est un pays assez particulier, parce que la révolution était très particulière. Ça a été vraiment une révolution populaire, ça a été une révolution de la pensée. Ce n'était pas que de la guerre en Algérie. C'est pas comme le Vietnam ou d'autres pays où c'était surtout de la guerre. Chez nous, non. Ça a été une révolution globale, parce qu'il y a eu les déplacements, parce qu'il y a toutes ces populations qui ont tellement bougé, parce qu'on a fini par créer un corps national. C'est un pays qui fait corps et nation. En Algérie, un Kabyle peut être commandé par un Chaoui, qui peut être commandé par un Arabe, qui peut être commandé par une femme. Et on accepte ça. Les gens ne se rendent pas compte de ce que ça signifie. Mais il suffit de voir le Maroc ou la Libye. Ceci est impossible dans ces pays-là. Bon. Donc, cette révolution a fait que nous créons et nous produisons de la classe moyenne en permanence. De la même façon que dans l'armée, n'importe qui peut devenir général-major. Il faut pas être né Kabyle du Marzen ou Chaoui idem de telle catégorie familiale, de Ain Baïda, etc. Pas du tout. Pas du tout. Le système de promotion intérieure, même s'il y a du népotisme, il y a un ascenseur social brutal, qui est un avantage, parce que tous les 25 ans, à peu près 20, 25, 30 ans, nous produisons une nouvelle classe moyenne. Évidemment, on s'arrange pour qu'elle quitte le pays.
Mais on produit tout le temps de la classe moyenne, et le Hirak nous a démontré une chose, c'est que cette nouvelle classe moyenne, elle avait un niveau politique auquel on ne s'attendait pas, puisqu'on a vu dans son discours, dans la façon dont débattaient les gens, alors qu'on pensait que parce qu'elle avait perdu les grands frères ou les parents qui étaient partis à l'étranger, qu'elle n'avait pas le niveau politique. Mais pas du tout. Parce qu'il y a une mémoire collective qui est assez intéressante dans ce pays, donc il faut faire confiance dans les nouvelles élites. Il faut faire confiance. Le problème à gérer dans le futur est plus un problème de l'ouverture vers les langues étrangères et vers les civilisations pour rester ouvert, open, comme l'étaient les pères de la révolution algérienne. Franchement, en dehors de ce problème d'ouverture, pour ne pas s'enfermer dans une pensée primaire religieuse ou dans une pensée primaire économique, je vois rien d'autre. Hein. Je vois pas d'autres difficultés. Comment engager tout ce processus si on s'arrange à ce que les élites partent à chaque fois qu'on produise une classe moyenne? Qui pourrait faire ça? Est-ce possible déjà pacifiquement? Parce qu'on l'a vu en 2019, ça n'a pas marché. Beaucoup ont quitté massivement après cette désillusion qui était le pays. Voilà, donc... Nous sommes les fruits de notre histoire. D'accord. Parce que la tradition du départ n'est pas le fait juste du pouvoir post-indépendance. Les Français ont géré ça dès 1830. Dès 1830, ils ont tué des élites et poussé des élites vers la sortie. Donc à l'époque, c'était Tétouan, Scandria, puis Dimeshq, et puis chaque phase a eu une destination. Donc ça a été comme ça tous les 30 ans, etc., jusqu'en 45. Jusqu'en 45, où là, le bouleversement était trop grand, et ils savaient bien qu'ils n'avaient que 10 ans devant eux, qu'ils ont perdu. Mais cette tradition s'est perpétuée pour cette indépendance, parce que la nature même du pouvoir n'était pas d'essence populaire. Elle cherchait la légitimité dans la population, mais n'était pas d'essence populaire, puisque c'était quand même des formes de coup d'État. Et les gens ont accepté le coup d'État parce qu'ils ne voulaient pas perpétuer la guerre de libération en guerre civile. Ça a été une décision sage de la population. Et cette décision sage, dans le fond, elle est nécessaire. Et puis, je veux dire, parce que le temps de l'histoire n'est pas le temps de l'individu. Le temps de l'histoire est un temps d'apprentissage long. Et justement, quand on est arrivé au Hirak, on voit bien qu'il y a eu de l'apprentissage long, puisque les gens, on sait très bien que le Hirak est une manipulation au début, mais néanmoins, la leçon, comme pour Hamas, qui est une création d'Israël, la leçon, c'est que le peuple est toujours plus intelligent qu'on ne le pense. Voyez. Donc, le Hirak n'a pas encore donné lieu. Il nous a surtout appris qu'on voulait vivre ensemble et qu'on avait des idées intelligentes et pacifiques. Comment ça reprendra, je n'en sais rien. Moi, je ne vais pas faire le devin ou la voyante, etc. C'est pas important. Il faut regarder la dynamique à long terme. La dynamique est une dynamique de classe moyenne, de création d'élite, et d'une création, je veux dire, dans la masse nombreuse, issue de toutes les couches, de toutes les catégories, de toutes les régions. C'est-à-dire, il est quand même intéressant de savoir qu'aujourd'hui, nous exportons quand même des médecins et des ingénieurs. Oui, c'est très important. C'est important pour des économies qui sont capables. Non, oui, je suis d'accord. Moi, j'ai calculé combien que ça coûte, etc. Bon, on en a suffisamment parlé. Néanmoins, ce qui est important là-dedans, c'est que de toute façon, quand vous produisez autant d'ingénieurs et autant de médecins, bon, pour le moment, on en exporte, ou ils veulent s'exporter tout seuls, c'est pas important. Mais de toute façon, cette masse, ceux qui s'exportent sont une minorité par rapport à ceux qui restent. Et ceux qui restent, de toute façon, ça produira quelque chose. Parce qu'il est clair que quand vous avez des couples où la mère au foyer, de toute façon, a un minimum un magistère en droit ou en sociologie, où elle est ingénieure, de toute façon, elle ne fonctionne pas comme sa mère à elle-même.
elle a pour ses enfants une ambition qui n'est pas celle qu'a eue sa mère pour elle, et déjà sa mère a eu suffisamment d'ambition pour qu'elle devienne ingénieure ou qu'elle devienne docteur, peu importe en quelle matière. Donc on a créé en Algérie cette masse de classe moyenne, parce que ça se passe toujours dans la classe moyenne, il ne faut jamais oublier. On a cette masse de classe moyenne éduquée qui fait que de toute façon le pouvoir, dans son essence, va devoir composer. Le pouvoir n'est pas antinational, il n'a pas la culture de la légitimité populaire. Il faut bien comprendre, ce n'est pas une volonté délibérée de la dictature, ni une volonté délibérée de la corruption. C'est un manque de savoir-faire par rapport à une masse aussi nombreuse et éduquée. Parce qu'il n'y a pas eu au sein du pouvoir cette réflexion doctrinale. Il y a eu une tentative sur Boumediene qui était la charte nationale. Il y a eu une tentative sur Tchadli qui était on va dire la mini-révolution de 88-89. Mais c'était des mini-tentatives qui ont échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette adhésion populaire. Et puis surtout, il y a eu la peur de ceux qui détenaient les rênes du pouvoir. C'était le cas en 1975 pour Boumediene, et c'était le cas dans les années 90, Tchadli. Et donc, il faut tenir compte des leçons de ces deux échecs-là pour bien comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment où il y a une demande populaire et il y a encore une difficulté à comprendre comment faire face à cette demande populaire de la part d'en haut. J'aimerais bien rester sur cette note optimiste de capacité à produire de la classe moyenne, etc. Mais comment se fait-il qu'un système qui produit autant d'élites n'arrive pas à produire de l'ingénierie politique qui lui permet de canaliser toute cette énergie en vue ou dans un projet de développement qui pourrait... voilà, donc c'est... Qu'est-ce qui manque au juste pour que ça soit... Parce que le système... il y a une confusion dans le système entre le contenu et le contenant. C'est-à-dire que nous avons en Algérie beaucoup de contenants. C'est-à-dire il y a un ministère des Finances, il y a un institut de stratégie, il y a plein d'administrations. Ça, c'est des contenants. Mais il n'y a plus de contenu à l'intérieur. Dans le passé, il y avait des contenus. Pas toujours autant de contenants qu'il faut. Je m'explique. Il y avait de l'ingénierie produite par le système, par exemple le ministère du Plan, le secrétariat général du gouvernement. Il y avait diverses instances. Au point où l'Institut de stratégie globale a été créé pour permettre à des instances qui ne se parlaient pas de pouvoir fonctionner ensemble, c'est-à-dire les civils, les militaires, la police, les affaires étrangères, parce que c'était assez segmenté. Et à un moment, on s'est retrouvé bloqué dans les années 80 de ne pas pouvoir avancer dans la projection parce qu'on ne se parlait pas. Bon. Donc on a gardé tous ces contenus en pensant que tout était interchangeable, c'est-à-dire qu'en mettant dehors des individus qui avaient accumulé, que le contenant produisait des individus. Ça, c'est une erreur. Et nous sommes arrivés justement aujourd'hui, historiquement, à ce moment où on se rend compte que ce n'est pas parce qu'on a un ministère des Finances qu'on a une pensée économique. On le voit très bien. Pourquoi y a-t-il une économie informelle alors qu'elle pourrait être formelle dans tous les domaines? Pourquoi y a-t-il une politique industrielle qui est tâtonnante? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet industriel. Voyez. Donc, est-ce que cette prise de conscience peut être faite? Moi, je ne peux pas répondre comme ça tout de suite. En tant qu'analyste, en me basant sur l'histoire, l'histoire produit toujours des effets. Il y a un moment qui va arriver, comme c'est déjà arrivé en 86, où tout d'un coup, on va dire, on a besoin de l'intelligence nationale. Et nous sommes dans ce moment de l'histoire politique mondiale des bouleversements où on va avoir besoin de cette intelligence mondiale.
Oui. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la politique nationale, mais qui a à voir avec notre environnement. Si nous sommes presque incontournables dans le Sahel, c'est parce que le Sahel est un héritage historique d'il y a 1000 ans. C'est parce qu'à l'époque, nous avions déplacé, ceux qui géraient l'Algérie à l'époque, avaient déplacé des tribus du sud, non, presque du nord-est algérien, on va dire le massif des Chaouia, les Ibans, etc. Ce sont des familles de tribus zénètes de ces endroits-là, mais aussi du Djerrid tunisien et de l'extrême ouest libyen. On a déplacé ces familles tout le long de ce qui correspond aujourd'hui à la nationale 1 ou à la transsaharienne pour assurer la sécurité de cette voie vitale. Parce que c'était l'or, le sel, les esclaves, bon, c'était l'économie de l'époque. Et c'est ce qu'on appelle les Touaregs. Avant les Touaregs, il y avait une autre population qui s'appelait les Assabats. Les Assabats sont des Sanhaja, c'est-à-dire des Berbères aussi. Donc, quand les Touaregs, qui ne s'appelaient pas les Touaregs à l'époque, quand les Zénètes sont arrivés là-bas, ils ont trouvé des cousins un peu éloignés et ils leur ont jamais fait la guerre. Ils leur ont dit, vous continuez la gestion de vos parcours, et nous, on est là pour gérer autre chose. Et ils étaient très supérieurs militairement parce qu'ils avaient une technologie militaire supérieure. Ils avaient des armes d'une autre qualité, vous savez, c'est toujours la même chose. Pour conquérir, il faut avoir des armes supérieures. Mais dans la mémoire génétique des gens, on retrouve tout ça. D'ailleurs, pourquoi le Sahel, tel qu'on le connaît, recouvre la zone zénète. La zone Sanhada, c'est la Mauritanie. C'est le Mourabitin, pour simplifier. La zone Zénète, bon, on ne va pas parler de Mouahidine, ça c'est le nord, mais c'est les Touaregs qui sont gérés. Pourquoi les Touaregs, de façon automatique, reviennent-ils toujours vers l'Algérie ? Pourquoi ont-ils décidé que leur capitale c'était plutôt Tamanrasset que le sud libyen ou Agadez ou Gao, etc. Bien sûr, parce que l'Algérie est puissante, non. Parce que historiquement, il y a des traditions. Donc, toutes les grandes familles de ces régions, qu'elles soient d'Agadez ou de Kidal, etc., sont tous liés familialement à l'Algérie. Donc ça, c'est un héritage. Donc si on a conscience de cet héritage, on va étudier sur le plan anthropologique comment gérer ça. On va étudier sur le plan sociologique, sur le plan juridique, comment donner corps à ce qui se fait naturellement. Ça ne peut pas se faire par des instruments de politique à l'occidentale ou par des instruments de coercition. Ça se fait par une réflexion anthropologique. Voyez. Donc, aujourd'hui, si on veut continuer à gérer dans la région, évidemment, il faut avoir cette réflexion. Il faut avoir aussi la réflexion de cet héritage historique qui fait que les Bantous, ou les Noirs, les Bambara, etc., ont toujours peur des Touaregs. Ben, évidemment qu'ils ont peur des Touaregs. Puisque dans le temps, c'était leurs esclavagistes. Donc, si on étudie ça à travers la lecture de l'histoire, mais en comprenant comment s'organisent entre elles toutes ces communautés, ces tribus, on peut avancer dans la découverte d'un équilibre. Cette pensée peut nous amener à une pensée économique, c'est-à-dire que, je veux dire, bon, par exemple, on va faire passer le gaz par le Niger, mais si le Niger, bon, évidemment, il va recevoir $1 milliard ou la Menchafchel, mais si on ne diffuse pas de l'économie dans le Niger, des bonbonnes de gaz, mais aussi d'électricité, des zones de fixation, de petites bases industrielles, etc. Mais je veux dire, oui. Donc il faut diffuser tout, le savoir, les emplois, il faut créer de la gestion positive dans la région. Donc, oui. Donc aujourd'hui, si nous ne réfléchissons pas comme ça, je veux dire, c'est d'autres qui le feront à notre place.
Donc Wagner a un autre type de réflexion. Wagner, les Russes ont d'autres types de réflexion, les Chinois ont d'autres types de réflexion, mais ce sont des pays impérialistes. Je veux dire, bien sûr, ce sont des impériums de nature différente que l'impérialisme occidental, mais c'est des impérialismes. Or, c'est à nous, dans la région, du fait de cet héritage historique et géographique, de trouver une solution qui satisfasse tous les peuples de la région. C'est clair, ça. Or, nous avons plus les moyens de mobiliser des compétences de réflexion que ne l'ont nos voisins du Sud. C'est normal, nous sommes beaucoup plus nombreux. Et nous avons investi énormément dans l'éducation. Même de faible niveau, c'est quand même de la bonne éducation. C'est clair, c'est statistique. Merci pour cet éclairage. Merci pour votre patience.